Alors c'est relativement peu de choses, mais enfin, ils sont en train de renforcer le front nord de l'Europe, craignant potentiellement un conflit avec la Russie. Le Pentagone se tourne vers le Grand Nord et les pays baltes. Les Marines américains ont récemment pris position dans un champ de cette île suédoise de Gotland, à 300 km de Kaliningrad. Les Russes, de voir arriver des Américains supplémentaires, même s'ils sont relativement peu, mais à 300 km, c'est pas indifférent pour eux. C'est quand même l'OTAN. Ça n'est pas les Américains seuls, surtout pas. Et d'ailleurs, nous verrons à la fin du mois de juin, très bientôt, cette grande réunion de l'OTAN, on verra peut-être une position américaine. Tout le monde l'attend, parce que c'est là, dans le concret, qu'il y aura des vraies décisions. Va-t-il continuer à retirer des troupes qui avaient été envoyées par Biden? Il avait envoyé 20 000 soldats, mais il a déjà retiré, je crois, une dizaine de milliers. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, une quinzaine de soldats sur l'île de Gotland, ça n'est pas significatif. Mais que l'OTAN y soit, ça, effectivement, c'est significatif. Regardez la carte des bases militaires américaines. Il y a cette vieille croyance, c'est un peu un topos, un peu anti-américain. C'est quand même vrai assez souvent. Quand les Américains ont pris position quelque part, ils ne repartent jamais. Hein. Il y a beaucoup de contre-exemples, mais il y a beaucoup d'exemples quand même. Ah, Elisabeth Shepard-Sellam, vous êtes fille et petite-fille. Ils se sont fait pousser dehors de France. Alors, ils se font pousser dehors, c'est autre chose, c'est le général de Gaulle. Mais c'est politique. C'est politique. Mais c'est politique. Regardez, ils sont quand même extrêmement présents. Pour l'instant, Trump n'a rien retiré. Non, pour l'instant, il n'a rien retiré, malgré son positionnement, on va dire, homme de paix, je vais me retirer, on va se refermer sur nous-mêmes. Il y a quand même, et même si, je rejoins l'amiral, il y a un bouleversement au sein du département de défense. Il y a aussi énormément de militaires, notamment les zones gradées, qui restent, parce qu'il n'y en a pas autant que ça aujourd'hui, mais qui disent on a quand même besoin d'être dans le monde pour nos propres intérêts, c'est pas simplement être le gendarme. Ils y ont intérêt. Expliquez bien ça sur ce plateau. En fait, les Américains, et ça, Trump est très sensible à ça, est très conscient de ça, ils ont un intérêt financier, économique, de pression, etc., d'être bien présents. Alors, et surtout, c'est que le Gotland fait partie donc, de cette partie de la Baltique. Bon, c'est au sud de la Suède, mais c'est quand même, si vous voulez, les portes qui vont vers l'Arctique. Et l'Arctique est un enjeu vraiment stratégique pour les Américains. Depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, ça permet à l'OTAN d'avoir vraiment presque un cercle autour de l'Arctique. Il en reste un petit bout encore qui est contrôlé par la Russie. Et donc, pour les Américains, avoir une présence sur le Gotland, qui est vraiment un point vulnérable de l'OTAN, parce que le Gotland permettrait aussi de ravitailler les pays baltes si le corridor de Suwalki devait être pris par les Russes. Et les Américains ont compris ça. C'est aussi par rapport à leur stratégie de l'Arctique, qui est la même finalement que la stratégie vis-à-vis du Groenland. Sauf que cette fois-ci, ça nous arrange plutôt qu'ils aient envie de continuer à renforcer ce point vulnérable de l'Europe. Et puis vous parlez aux commandants américains qui sont sur le Gotland et qui sont dans d'autres régions d'Europe. Ils disent, écoutez, là, il y a des effets d'annonce, des effets médias. Nous n'avons reçu aucun ordre. Personne ne nous a dit de changer quoi que ce soit. Nous sommes des militaires. Nous attendons des vraies directives qui viennent selon la bonne chaîne de commandement. Donc, tout le blabla des médias, franchement, nous, on continue à faire notre travail. Il s'agit d'une présence et d'exercer une présence dont, je rappelle, qu'elle n'a été rendue possible que par l'adhésion de la Suède et de la Finlande accessoirement à l'OTAN. Donc le plus gros échec de Vladimir Poutine, à savoir l'élargissement de l'OTAN pour quelqu'un qui voulait au contraire réduire l'OTAN. Et cette mer Baltique est réputée très longtemps mer russe, en étant présent sur l'île de Gotland, qui est l'île mythique de toute la germanité, qu'elle soit scandinave ou sud-allemande, les Goths, n'est-ce pas, c'est ça, Gotland. Il y a quand même une expression très claire d'une présence qui est un drapeau planté en face des Russes. C'est quand même fou. Et ça contredit un certain nombre de commentateurs, y compris sur ce plateau parfois, qui ont dit, vous allez voir, Trump c'est l'ami des Russes. Non, la puissance américaine, il y reste très sensible. Il installe des troupes sous le nez des Russes. Et pour eux, ça n'est pas indifférent. Heureusement qu'il est lié par l'OTAN. Parce que s'il n'avait pas été lié par l'OTAN, il aurait pu être très indépendamment décidé des retraits, des mouvements, peut-être plus facilement. Là, quand même, il est dans le traité de l'Atlantique Nord, il a quand même un certain nombre d'alliés, ils y font quand même un peu attention. Je n'ose pas dire que c'est lui qui y fait attention, mais que son administration y prête attention. Il a quand même
pieds et poings liés par l'OTAN. Il peut s'en délier, on le verra en juin à Munich, je crois, cette réunion de l'OTAN qui va décider de la position des États-Unis. Mais amiral, vous connaissez la formule, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il a donné aux militaires une preuve d'amour énorme qui s'appelle 1000 milliards de dollars. Ça, c'est une preuve d'amour. Oui, mais ça, c'est pour le monde entier. Vous demandez pourquoi il avait des bases partout aux États-Unis? Parce que leurs intérêts sont mondiaux. Donc ça n'a rien. Les 1000 milliards... On est dans l'orthodoxie trumpienne complète. Il ne faut pas oublier que dans la dernière année de son premier mandat, c'est Donald Trump et pas Joe Biden qui a décidé d'envoyer des missiles Javelin aux Ukrainiens. Alors qu'il dit aujourd'hui que c'est la guerre de Biden, c'est pas la sienne. Rappelez aussi, c'est Trump qui a été plutôt courageux face aux Syriens, alors que Obama avait été lâche face aux Syriens. Ce sont des moments très importants qui révèlent les hommes. Et je pense, dans ce cas aussi, il y a quand même... Enfin, vous parlez de Ronald Reagan, il n'est clairement pas Ronald Reagan, mais cet esprit de Ronald Reagan reste... Enfin, cet esprit très anti-russe, anti-soviétique reste parmi certains de ses conseillers. L'amiral parlait du fait qu'il a des conseillers qui sont quand même pas totalement à l'ouest. Je ne suis pas convaincu qu'ils sont tous acquis aux Russes et certainement pas dans l'armée et les conseillers de défense qui le sont pas du tout. Donc je pense qu'il y a quand même une pression en interne et il doit quand même, avec les élections de mi-mandat qui arrivent quand même, il s'y prépare, il s'y prépare, il doit faire attention quand même dans son propre camp. Cette pulsion américaine, est-ce qu'elle est toujours là? C'est quand même un pays qui a mené au début du XXIe siècle une des plus grandes guerres d'agression de l'histoire. Sur le prix d'un mensonge sur les armes de destruction massive américaines, on peut trouver ça odieux ou on peut trouver ça admirable en se disant ça c'est une puissance qui a le goût de la conquête, de l'agressivité, du crime aussi. Théoriquement, il devrait passer devant un tribunal si on était rigoureux. C'est un crime d'agression. Mais enfin, c'est une manifestation de puissance agressive. Non, je pense justement sur cette question de... On appelait ça la guerre préemptive. C'est-à-dire cette doctrine Bush qui a c'était bidon, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Mais effectivement, bidon, avec l'aide de New York Times, ils ont fait croire à toute l'Amérique, bien évidemment. Mais c'est très important de comprendre que ça a donné justement... Si on regarde même les sondages maintenant en disant sur Powell et son intervention ou sur l'administration qu'aujourd'hui il y a une méfiance vis-à-vis de l'intervention militaire. Donc ça a donné plutôt un goût de on reste chez nous, on n'envoie plus les boys, on n'envoie plus de la même façon l'armée. Et le prix à payer pour l'intervention en Irak. Pour les Américains et pour les Britanniques qui sont allés avec les Américains, est un prix qui va être payé pendant des générations. Parce que c'est aussi une chose qui lie les mains et les pieds de certains de nos personnalités politiques aujourd'hui, parce qu'il y a eu ce mensonge. Et donc, alors certains disent oui, mais peut-être que Blair et Bush eux-mêmes étaient convaincus parce que leur conseiller leur avait dit X ou Y. Les militaires, les services de renseignement savaient très bien qu'il n'y avait rien en Irak. En tout cas, écoutez, si vous permettez, le Trump d'aujourd'hui, là on ne refait pas l'histoire, c'est ce Trump qui dit c'est un âge d'or, les militaires avec moi vont vivre un âge d'or. Il parle des États-Unis en général, mais des militaires américains en particulier. Vous êtes la première promotion de West Point de l'âge d'or des États-Unis. Nous sommes rentrés dans l'âge d'or des États-Unis, je vous le promets. Nous sommes dans une nouvelle ère. Et vous allez mener l'armée vers des sommets de grandeur qu'elle n'a jamais connus auparavant. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Chacun d'entre vous rentre dans notre corps d'officiers à un moment charnière dans l'histoire de notre armée. Commentaire, ce Trump qu'on disait presque anti-militariste. Je me rappelle dans la campagne, certains disaient qu'il était anti-militariste, anti-interventionniste. Il l'est apparemment, mais il n'est pas anti-militariste, on ne peut pas dire ça. En cultivant ce discours patriotique devant la promotion de West Point, il confirme qu'il y a dans le camp conservateur américain un énorme segment de la population qui est tout simplement, sans être nationaliste, patriote et qui ne se reconnaît absolument pas dans cette espèce de rapprochement permanent avec le Kremlin. Donc, et c'est important de le constater. Il y a aussi une pression de politique intérieure. Moi, quand je vois Trump parler comme ça devant la promo de West Point, je me dis qu'il intègre tout ce qui se passe dans le camp républicain. Je répète, Lindsey Graham, sénateur républicain, se met d'accord avec un sénateur démocrate, Richard Blumenthal. Ils sont 91 sénateurs aujourd'hui à soutenir. Ils étaient 72 au départ. Maintenant, ils sont 91 sur 100 sénateurs. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire donc plus de 90% à demander un durcissement des sanctions
contre la Russie. Et quelles sanctions! 500% de droits de douane, non seulement sur la Russie si elle commerce, mais sur les clients de la Russie. C'est-à-dire que si le Brésil achète, je dis ça au hasard, du pétrole à la Russie, il va payer 500% de pénalité là-dessus. Et on sait que les Américains savent le faire. Ils ont déjà fait subir ça à la BNP française une fois. C'était pas pour des raisons liées à la Russie, mais pour des raisons liées quand même à des sanctions décrétées par les États-Unis. Donc les États-Unis ont encore une arme. Et Trump, de toute évidence, subit cette pression. Je ne sais pas ce qu'en pense Elisabeth, mais... Alors, la pression, oui. Le discours, alors, on a écouté un tout petit peu, on en parlait avec l'admiral, c'est pas un discours patriotique. Il parle de femmes trophées. Pour avoir assisté à des discours patriotiques, que ce soit celui-là ou celui à Arlington, le jour de Memorial Day, donc le jour pour honorer, enfin, dans les deux cas, pour honorer ceux qui sont vivants, qui vont avoir leur diplôme, et ceux qui sont morts, le président actuel ne sait pas vraiment ce que c'est d'être patriote de point de vue des militaires. Et c'est un problème. Mais il comprend aujourd'hui qu'il y a cette pression. Oui. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est absolument maladroit de sa part, mais ce que lui, il voit, je pense, et surtout avec ce budget dont on évoquait tout à l'heure, c'est aussi les répercussions économiques. Il ne faut pas oublier que l'industrie de la défense américaine est énorme. D'abord, ça fait tourner l'économie, ça fait tourner des usines, et ça, aujourd'hui... alors que son réindustrialisation par ailleurs ne fonctionne pas forcément, ça c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et mon dernier point, et je m'arrêterai là, c'est que beaucoup de cet budget est aussi pour le front du Sud. La frontière avec le Mexique, qui n'est pas censée être gérée par des militaires, mais qui pour lui devient une question militaire, qui est aussi une question constitutionnelle, mais ça c'est autre chose.